Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour Laurent, comment tu vas? Bonjour Marcel, super. Écoute, on est content, il commence à faire beau. Ouais, enfin. Surtout bientôt en plus enfin potentiel déconfinement de ce qu'on entend. Ça va être. Ouais, aller faire un week-end ailleurs, Tu, c'est déjà pas mal. tu vas partir du coup un petit peu? Oui, si on nous laisse, ouais, le week-end de l'Ascension, Le- histoire de voir la mer, ce truc un peu loin quand on est à Paris. Là, pour l'instant, je vois la chambre de ma fille, mais bon, c'est festif. Bon, c'est pas la chambre de mon enfant, malheureusement c'est ma chambre, donc c'est c'est un peu plus bizarre pour moi. Je ne juge pas. Hello tout le monde, salut Rem, salut Tine, salut Edu, comment est-ce que vous allez dans le chat? Bienvenue sur ce nouveau webinar. Et comme d'habitude, on attend les 5 premières minutes pour que les gens puissent se connecter. Et après, je laisserai la parole à Laurent. Et du coup, Laurent, qu'est-ce que tu vas faire de ton week-end? Eh bien, profiter du beau temps qui nous annonce demain. Dans mon périmètre autorisé, j'ai quand même tout le bois de Vincennes. Donc, essayer de profiter et peut-être même tenter un pique-nique, soyons fous. Ouh, monsieur est team pique-nique. Ouais, en fait, juste team à part pas grand, donc Donc, team pique-nique. voilà, profiter de l'extérieur et se dire on est quand même moins enfermé que l'an dernier, donc on progresse, même si on progresse pas aussi vite qu'on aimerait. Ouais, clairement. Hello Anso, donc on reçoit quand même Anso, le premier participant au premier after produit, donc merci Anso. Comment tu vas Salut Anso? Anto. Salut le Bass Days, comment tu vas? Bisous sur Apex Legends qui est d'ailleurs en bas. Salut Jess et Anto qui te fait un petit cœur. Il y Ah, a c'est plein sympa. d'amour, c'est magnifique entre participants à des webinaires et des after produits. D'ailleurs, vu on commence à arriver, juste pour prévenir, vers le 7 juillet, il y aura quand même un petit live. J'essaie de pas trop en dire. En tout cas, il y aura un petit live qui va se préparer sur la chaîne Twitch qui fera plaisir à pas mal de monde. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Jess qui est ici présente sur le chat parce que en ce moment, je pense qu'elle dort pas beaucoup. Salut Alix, comment tu vas? Et d'ailleurs, merci pour le message sur LinkedIn. Ça fait extrêmement plaisir de voir des personnes qui nous suivent et finalement avec lesquelles on peut rentrer en contact. En tout cas, du coup, cet premier trimestre, Laurent, comment il s'est passé sur cette année 2021? Plutôt bien, on est assez content de ce qu'on a réussi à shipper, malgré un contexte toujours pas évident pour faire du discovery ou pour échanger avec les clients ou les partenaires. Après, l'avantage, c'est que on était déjà rodé au travail à distance, parce qu'on est répartis entre Paris et Strasbourg. Donc, on avait quand même déjà quelques réflexes. Mais oui, on va dire que les gens s'habituent dans cette nouvelle normalité. Mm. Et nos clients étant des retailers, là, ils sont plus en mode on se prépare à la rouverture, ce qui est une perspective quand même plus sympa. Plutôt cool. Euh, voilà. Ça va être trop cool. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de pas mal de très bons sujets. Je pense qu'ils vont intéresser pas mal de DPM présents. Donc ça va être assez cool. J'espère qu'il y aura des questions, C'est- que je tombe pas dans un monologue professoral. Ah là là. Je vais essayer de te couper alors du coup dans le monologue. Ça marche. Du coup, n'hésitez vraiment pas à poser des questions durant toute l'intégralité du live et justement, on essaiera d'entrecouper justement la présentation avec des questions. Comme ça, Laurent y répondra du mieux qu'il peut. Et dans tous les cas, je pense que ce sera dans tous les cas très top. On laisse encore une petite minute et après on va commencer la présentation. D'ailleurs encore merci à tous de nous suivre depuis maintenant plus d'un an sur les webinars, sur les afters, sur bientôt le Design Corner. D'ailleurs la semaine prochaine, Jessica que tu connais, je crois Laurent, Ouais, fait le Design Corner de la tribe UX avec Capucine. Donc ça va être extrêmement super. cool. Ouais. C'est un nouveau format sur notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine, jeudi prochain si je ne m'abuse, à 19h. Et donc on y découvrira l'ancien directeur UX de chez Itch, je crois, ou Ok, toujours actuel. super. Bah, je vais te laisser la parole, Laurent. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions durant l'intégralité du live. Laurent y répondra. Donc, je vais prendre toutes les questions durant toute la présentation. Donc, et comme ça, on rebondira là-dessus. Et je laisse la parole à Laurent, tout simplement. Super. Merci Marcel. Alors, je vais faire la petite manip toujours amusante de je partage mon écran et j'espère que ça marche. Ça marche parce que je vois le reflet du bleu Ouais, et ça marche sur très toi. très bien.
Bien, déjà, merci de me recevoir. C'est vrai qu'on a commencé à discuter il y a quelques mois avec Marcel pour envisager des sujets. Et donc là, l'idée, c'est de vous parler un peu product planning et retour d'expérience. Pour donner un peu d'éléments de présentation, donc je m'appelle Laurent, je suis CPO. Je suis tombé dans la marmite du product management quand j'étais petit. On va dire que j'ai eu la chance de travailler dans des structures qui avaient déjà des équipes de PM digitaux au début des années 2000. Donc j'ai fait ça sur surtout des produits B2C au début, donc des services communautaires, du search. Et il y a une dizaine d'années, j'ai basculé dans le B2B et le B2B2C, surtout pour l'attrait de pouvoir échanger avec mes clients, comprendre des besoins et avoir un meilleur engagement qu'avec un client final à qui je donne juste une carte cadeau et qui va en gros me dire ce que je veux. Et du coup, ça permet aussi de s'attaquer à des sujets un peu plus complexes. Et du coup, j'ai fait ça dans des filiales de grosses boîtes. Donc, je travaillais chez Microsoft, chez Amazon. Mais là, depuis une dizaine d'années, ce qui m'intéresse, c'est plus des structures de taille petite ou moyenne, parce que d'une part, ça permet d'avoir un impact aussi. Donc comme ça, quand il y a un succès, je suis content, et quand il y a un échec, j'assume. Mais se dire, voilà, je ne suis pas juste un rouage chez Amazon, même si c'était très formateur, c'est pas pareil. Donc là, actuellement, je travaille chez Proximus. Proximus, on est un éditeur de logiciels en SaaS B2B. Bon, pas de surprise par rapport à mon profil. Notre métier, en fait, c'est d'accompagner les marques et les distributeurs, donc ce qu'on regroupe sous le terme retailer en anglais, dans leur transfo digital. Et notre but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent proposer à leurs consommateurs la meilleure expérience d'achat en magasin et ou online. Et du coup, pour ça, on conçoit et on héberge et on maintient une plateforme de commerce unifié. Alors, qu'est-ce que c'est une plateforme de commerce unifié? Alors ça, c'est mon slide le plus compliqué de toute la presse, donc ne partez pas. C'est simplement pour visualiser que vous, côté consommateur, vous êtes en haut, vous allez interagir avec un retailer sous différents canaux, donc que ce soit votre smartphone, votre laptop, mais aussi la caisse en magasin, et qui peut être une caisse plus ou moins connectée, on va dire. Et ça peut être par les réseaux sociaux, par la voix, peu importe. Et tout à l'opposé du spectre, en bas, le retailer, lui, il a des informations dans différents systèmes, on va dire plus ou moins legacy. Et donc, du coup, la proposition de valeur de Proximus, c'est de proposer cette expérience de checkout unifié, c'est de se dire, on rassemble toutes les informations qu'a le retailer, aussi bien en magasin qu'en entrepôt, que dans ces différents outils de catalogue, et de façon à proposer un panier unifié. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, tu as des jouets derrière toi, on a Jouet Club, par exemple, en client. Vous pouvez aller sur le site de Jouet Club, voir un jouet qui est dispo sous 2 heures en magasin, parce que vous devez aller à l'anniversaire de votre neveu demain et vous y êtes pris un peu tard, vous n'avez plus le temps de vous faire livrer et du coup vous dites super, c'est dispo sous 2 heures. Et en même temps, si vous êtes comme Marcel, vous dites ah tiens, j'en profite pour regarder un produit pour moi. Bon, il n'est pas dispo dans le magasin, mais c'est pas grave, je peux me le faire livrer la semaine prochaine. Vous allez le mettre dans le même panier et dérouler le même parcours de checkout. Et donc, du coup, vous aurez fait qu'une seule commande, vous aurez tapé qu'une fois vos numéros de carte bancaire. Et derrière, c'est la plateforme Proximus qui fait en sorte de dispatcher la commande, de faire les vérifs, que le produit est bien dispo au magasin et pour dire, ah tiens, Marcel, c'est bon, tu peux passer dans 2 heures. Voilà. Donc, c'est une proposition de valeur qui est assez riche parce que c'est comment aider les retailers à casser les silos entre les expériences de vente en magasin et les expériences de vente en ligne. Et du coup, on a certaines complexités à traiter avec des retailers de taille intermédiaire, comme le groupe Chris, la Grande Récré. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Si certains sont intéressés par la thématique du commerce unifié, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn ou tout autre moyen. J'imagine que Marcel me dénoncera assez facilement aussi. Exactement. Il y a besoin. N'hésitez surtout pas et vous aurez d'ailleurs les slides à la fin, je pense, sur nos réseaux sociaux. Du coup, rentrons dans notre sujet, le product planning. Alors, le product planning, on va dire de façon visuelle, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est vite compliqué. Vous avez tous vos outils, vos méthodes, vos formats favoris.
OK. Mais avant de rentrer dans le détail, parce que là, on est plutôt dans le comment, euh, je voulais prendre un peu de temps pour revenir sur le pourquoi. En gros, pourquoi on fait du product planning, pourquoi on s'afflige tous ces outils plus ou moins abscons et plus ou moins complexes. On se dit, ah zut, j'ai raté une config, donc du coup, mes estimations vont pas bien remonter. Donc, en gros, toutes ces méthodes qu'on utilise au quotidien, qu'est-ce que ça apporte en product planning et c'est quoi? Alors, j'ai fait un petit exercice, je suis allé lire la définition sur Wikipédia. Bon, je ne vais pas vous la lire ni vous l'afficher parce que c'est pas très intéressant, et parce qu'il y a aussi à boire et à manger vu que c'est une définition Wikipédia. Mais ce qui est intéressant et ce que j'en ai gardé, c'est que le product planning, c'est le moyen par lequel les entreprises répondent aux défis à long terme posés par leur environnement, leur écosystème. Il y a vraiment une idée de voilà, comment je gère un cycle de vie d'un produit ou d'un portefeuille produit sur la durée pour répondre aux défis que je veux relever. Et donc, que ce soit, est-ce que j'étends le produit, est-ce que je lance de nouveaux produits, est-ce que je fais des sunsets pour faire des autres produits à la place, et bon, bien sûr aussi après, comment je market et comment je distribue. Mais du coup, c'est vraiment un objectif qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est je dois répondre à ces enjeux posés par mon écosystème et mes problématiques. Et du coup, pour ça, c'est comment je comprends les besoins et les désirs des différents types de clients que je vais adresser. Du coup, pour moi, c'est vraiment voilà, matérialiser. Matérialiser en fait cette façon d'adresser les objectifs à moyen terme en partageant une roadmap et les objectifs et les partager à toute l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point important pour vous qui endossez le rôle de leader produit dans une équipe. C'est vous devez en fait contribuer au pilotage de l'entreprise et en explicitant ce qui va être fait et ce qui ne va pas être fait. Parce qu'on verra plus tard, mais on va dire la partie ce qui va être fait, c'est toujours plus facile que la partie qui ne va pas être faite. Important aussi, c'est de se dire comment cette roadmap peut être complète et de dire voilà, il n'y a pas de sujets qui sont invisibles ou qui sont gratuits. Je pense des fois à des sujets plateformes ou techniques où on se dit ah bah tiens non, on le fait pas apparaître, c'est pas grave ou c'est pas important. Alors tout est important parce que si on consacre des ressources, c'est important. Et vis-à-vis des stakeholders, donc les différentes personnes qui ont une influence sur votre roadmap, voire un pouvoir de veto, c'est important de leur montrer que bah oui, les ressources elles sont finies, il y a des sujets qu'on doit traiter, donc on ne peut pas faire d'autres choses. Et l'enjeu, c'est qu'une fois que vous avez cette roadmap complète, avec les contributions de toutes les équipes, ça vous permet normalement de gérer les problèmes avant que ça parte en design ou en code. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est quand même l'objectif à garder en tête. Et donc, du coup, pour traiter ce point, comment faire et qu'est-ce qu'on fait Moi, ma reco, l'outil que j'ai trouvé le plus efficace, c'est de faire des sessions dédiées aux produits, parce que c'est aussi une façon, de montrer que vous jouez votre rôle de coordination et d'explicitation du plan produit, pour en fait arriver à rassembler et coordonner vos stakeholders lors de sessions d'échange dédiées au sujet produit et pas uniquement être en mode question-réponse quand il y a un sujet. Ça peut être fait en comité de direction, ça peut être fait en session dédiée, ça peut être fait en physique ou à distance, et vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez faire un product council, un product committee, un product whatever, un ninja machin, peu importe. Mais l'idée, c'est que vous ayez un moment d'échange privilégié dans le sens où c'est dédié au sujet produit et c'est pas vu comme annexe à d'autres discussions. On a une question justement, Laurent, de Jess, qui te pose la question, est-ce que vous partagez une version de votre roadmap aux retailers? Alors, oui, j'y reviendrai un peu plus tard, mais concrètement, oui. Et on l'a fait pas plus tard que la semaine dernière. Donc, mes deux PM et moi, on fait ça une fois par trimestre. Alors, c'est sûr, c'est un peu plus triste de faire ça à distance parce que avant le confinement, on couplait ça aussi à des innovation games du type Buy a Feature ou Speedboat pour profiter du fait que les gens sont là pour les faire interagir et réagir et surtout leur proposer de nourrir la suite. Parce que en termes de visibilité, on partage à, on va dire, 9-12 mois maximum. Okay. Parce qu'au lieu, ce serait illusoire, surtout par les temps qui courent.
mais on revient sur ce qu'on a livré le trimestre précédent et on donne de la visibilité surtout sur le trimestre qui vient et un peu plus flou sur le semestre d'après. C'est un peu notre... En tout cas, je garde le nom Ninja's Conceal, ça doit être pas mal. Voilà, exactement. Bon, après, ça dépend de l'ambiance de la boîte. Alors, pour enchaîner, déjà, le premier point, c'est que pour discuter la roadmap avec les stakeholders, il faut les identifier. Alors, ça peut paraître évident parce que vous dites oui, mais je vois bien, c'est le founder, c'est le DG, c'est le patron sales. Bah, pas forcément. En fait, un stakeholder, ça peut aussi être un responsable de compte qui est sur une région sur laquelle vous voulez vous développer dans les prochains mois. Et par conséquent, son avis sera clé parce que du coup, si vous lui donnez pas les outils qui lui permettent de conquérir ce segment de marché ou ce territoire, il vous mettra une forme de veto de toute façon. Et surtout, comme il représente potentiellement une application de la stratégie d'entreprise, vous devez le prendre en compte. Et donc incluez-les tous et ne sous-estimez pas l'importance des stakeholders en filiale ou en équipe à distance, parce que déjà en termes de cohésion, c'est important, et surtout, comme c'est les relais de croissance, prenez-les en compte. Un point quand même, donc je rappelle, hein, pour moi, un stakeholder, c'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir de veto sur la roadmap. Donc, c'est pas forcément le haut de la pyramide, quelle que soit la forme de hiérarchie. Et ces stakeholders, alors au début, ils vont vous dire, ouais, j'ai pas le temps, parce que personne n'a le temps dans les entreprises modernes. Et puis, ça fait toujours bien de dire, j'ai pas le temps, de se faire désirer. Donc, du coup, jouer sur le fait que les gens, en fait, ils aiment bien être impliqués. Avec, par exemple, de leur dire j'ai besoin de tes inputs sur la roadmap. J'ai besoin que tu m'expliques tes contraintes, ton contexte. Ça permet, au fil des échanges, d'arriver à une situation où ils sont engagés et qui vous permettra, vous, de dire je vais présenter notre roadmap aux execs ou au board, parce que la roadmap, c'est pas la roadmap de Laurent Leca, c'est pas la roadmap de l'équipe produit, c'est la roadmap de l'entreprise. Et le plus vous arrivez à engager ça, le plus déjà, comme je le disais précédemment, vous désamorcez les problèmes en avant, et le plus vous êtes sûr que vous ratez pas un pan sur lequel vous serez obligé de revenir plus ou moins en urgence après. Donc j'insiste, tous les stakeholders. Dans ces sessions, une fois que vous avez réussi à inviter vos stakeholders, là on arrive, alors je suis conscient de mon image et c'est un choix mûrement réfléchi. Il faut arriver à un arbitrage et à des trade-offs. Et je l'évoquais rapidement tout à l'heure, ce qui va dans la roadmap, c'est assez facile à déterminer. D'une part, parce que les personnes que vous avez en face, elles se sont rendues compte par expérience que ce qui est dans ce quarter, vous allez le livrer et au pire, ce sera le quarter d'après, mais ça sortira. Par contre, ce qui n'y est pas, alors là, mais moi, mon sujet favori, il n'y est pas, comment on va faire? Et là, vous rentrez dans une situation assez difficile, d'autant plus que les gens en face, vous en avez certains dont leur métier, c'est la négociation. Donc, ils vont essayer de vous pousser ou de vous masser dans un sens. D'autant plus qu'en tant que product manager, on a tendance à être intéressé par tout, parce que voilà, on veut faire avancer le produit pour tous les types de clients, donc il faut savoir prendre un peu de recul. Et deux, on a un biais de suroptimisme, que ce soit produit et design et dev, et parce que justement on veut tout faire, on se dit ça va, c'est bon, on peut prendre un truc en plus. Non, en fait, dans une session dédiée au produit, il faut qu'à la fin, vous ayez idéalement un solde neutre d'items que vous avez abordés sur la roadmap ou des thèmes d'investissement, et voire dans certains cas la capacité même d'alléger, parce que vous allez peut-être porter des messages de dire voilà les engagements qu'on a, voilà ce qu'on aimerait faire, mais par rapport aux contraintes de ressources ou par rapport au time to market qu'on s'impose, on ne peut pas tout faire. Donc vraiment négocier. Alors pour ça, vous pouvez aussi les inciter à toujours revenir à la vision générale, du type en quoi ton idée elle va dans le sens de nos objectifs, en quoi ton idée elle contribue à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Parce que justement, quand vous discutez avec les stakeholders individuels, il y en a toujours un qui va dire ouais, moi je maîtrise le business en Asie, donc je vais surtout représenter les clients en Asie. Moi je représente le support en Europe, donc je vais avoir un autre biais. Non, il faut représenter tout le monde et
Et du coup, voilà, il faut négocier, négocier, négocier. Et est-ce que tu aurais des techniques pour négocier justement des choses que tu as pu acquérir avec l'expérience et Ouais, des petits tips justement peut-être pour des PM ou même des CPO, pourquoi pas. ouais, tout à fait. Bah, là-dessus, à une époque, j'étais Head of Product chez un éditeur de soft en SaaS B2B. Et on avait plusieurs filiales. On en avait en Europe et en Asie. Mhm. Et donc, au début, j'étais moins bien rodé sur ces techniques. Et d'autre part, comme je vous le disais, on a un biais de suroptimisme. Donc, on a envie un peu de tout faire. Et j'avais pris des idées qui étaient pas assez bien formulées en termes de business case de la part d'équipes locales, notamment en Italie, qui couvrait le sud de l'Europe. Et, et donc, du coup, quand on a développé la feature, on avait quand même une mesure de l'usage, déjà de l'activation de la Ok. feature, et après de l'usage, parce qu'une fois que c'était activé, on pouvait aller voir de nos propres yeux si les clients s'en servaient, enfin comment ils s'en servaient et à Mhm. quelle fréquence. Et, et en fait, sur deux features assez rapprochées, sur deux quarters, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas d'activation. Ok. Et donc, du coup, je suis rentré dans un arbitrage qui était le, la filiale italienne perd le droit de vote pour les deux prochains quarters sur la base de ces chiffres par rapport à l'investissement qui a été fait. Donc là, c'était a posteriori, en fait, en m'appuyant sur l'expérience. C'est pas facile à passer comme message. Néanmoins, déjà, je pouvais pas désavantager d'autres stakeholders qui jouaient un meilleur jeu dans la définition de leur business case ou dans l'explicitation euh, des besoins clients, voire dans l'identification de clients pilotes, pour Mhm. dire, bah, tiens, Laurent, viens ou envoie une de tes PM pour faire le discovery, tu vois, il y a un vrai potentiel. Et donc, du coup, comme j'avais les chiffres, et ben, j'ai obtenu voilà, gain de cause et toutes leurs idées ont été mises en stand-by euh, pour 2 trimestres. Et il y a Rem aussi qui rebondit là-dessus. Qui dit négo et priorisation dit de pouvoir comparer les items de la roadmap. Les items sont-ils donc déjà estimés de manière macro lorsque tu fais ces trade-offs ou pas encore? Ouais, alors effectivement, j'y viendrai en fin de session parce que bon, dans le timing qui m'était imposé, je ne pouvais pas tout couvrir, mais Malheureusement, c'est la voilà. loi du webinaire. Et effectivement, je voulais me concentrer plus sur ces messages, mais j'y reviendrai après. Ok, Donc, Rem, n'hésite pas à reposer la question si après ça ne répond pas. Mais là, voilà, sans faire de spoiler, oui, ils doivent être estimés, même si c'est que du t-shirt sizing. ok, top. OK. Et donc, du coup, une fois que vous avez invité tout le monde, vous avez réussi à avoir des arbitrages. La suite logique, c'est d'arriver à un sign-off. Alors, et ça, c'est votre rôle de leader produit, c'est de faire converger les stakeholders pour que à la fin de la session, les gens s'entendent. Et après, comme disent les Anglais, we can agree to disagree. C'est-à-dire, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Au moins, c'est formalisé et on commit, pour continuer dans les anglicismes. Donc, on s'engage sur ces décisions, ce qui après vous permet de protéger les sujets et les ressources clés, parce que vous l'avez tous vécu, vous le vivez tous au quotidien, il y a des idées qui apparaissent constamment. Préférez-vous à ces décisions et avec, par exemple, la petite phrase que je donnais tout à l'heure, OK, mais en fait, il y a ces décisions qui ont été prises, ces objectifs, donc en quoi ton idée, elle soit contribue à ça, auquel cas, OK, on peut l'embarquer, soit c'est quelque chose de nouveau, donc on ne peut pas le prendre là, c'est pas possible, on ne peut pas tout prendre. Et, et du coup, ça vous permet après aussi d'avoir une relation beaucoup plus posée, déjà avec les équipes de réalisation, donc design, dev et PO, mais aussi avec le support ou les équipes commerciales, parce que justement, vous aurez de quoi partager, et je vais y venir tout à l'heure. Et bien sûr, le fait d'avoir ce sign-off, ça permet, si tout se goupille correctement, d'amener les gens à soulever les problèmes le plus tôt possible. Parce que, on va dire, les 2, 3 premières sessions sont compliquées. Quelque chose, si vous le faites à une fréquence euh, un peu plus forte que vos gros milestones, par exemple, si vous êtes sur des trimestres, vous faites ça toutes les 6 semaines à peu près, parce que bon, tous les mois, de toute façon, vous n'aurez pas le temps de préparer, les gens n'auront pas le temps et tout le monde va devenir fou. Mais mettons toutes les 6, 7 semaines, avec la répétition, les gens, déjà, viendront vous voir spontanément pour essayer de glisser pas les enveloppes, mais au moins les idées, et surtout de soulever les problèmes le plus tôt possible, parce que ça permet de matérialiser
le fait que la plupart du temps, on n'est pas dans des voitures qui peuvent changer de direction à tout moment, mais on est quand même plutôt dans des trains ou des bateaux, et il faut quand même un certain élan. Alors une fois que c'est lancé, ça marche très bien. Par contre, on ne peut pas changer d'avis tout le temps. Et naturellement, ça marche rarement sans accroc, mais ça a le mérite de matérialiser votre capacité à concevoir, à planifier et à faire. Et forcément, le dernier point, c'est le partage, parce que c'est bien d'être en petit comité, d'arriver à prendre des décisions, à faire des trade-offs, mais il faut déjà, d'une part, partager, faire un débrief, si possible, oral avec les équipes de réalisation, parce qu'il y a la matérialisation, la roadmap ou la liste des thèmes sur lesquels vous êtes tombés d'accord. Ce qui importe aussi, c'est le sous-texte, les points d'éventuelle friction, de dire, voilà, il faudra quand même être attentif sur ce sujet, sur tel autre, oui, il faudra repasser un peu plus de temps avec tel client ou tel partenaire, mais investissez du temps. Alors, c'est en général compliqué parce que c'est encore du temps en plus, mais ça peut être fait en marge de stand-up des équipes, quitte à ce que vous le répétiez plusieurs fois. Ça peut être fait à d'autres moments s'il y a des all-hands meetings ou des sessions d'information générale, mais de se dire profitez-en, voire, suivant la demande des équipes, moi je l'ai déjà fait, surtout avec des équipes, on va dire, plus business, de faire des sessions en mode brown bag lunch, donc comme ça, sur l'heure du déjeuner, mais de dire vous avez 45 minutes pour écouter et poser vos questions et servir de relais après dans les autres équipes ou auprès des clients. Et du coup, moi, mon conseil, c'est, alors, en ces temps de confinement, c'est un peu idiot d'écrire ça, mais accrocher la roadmap et les objectifs qui vont avec, la product vision, enfin n'importe quoi sur les murs, quand même très utile. Je me souviens comme ça, une fois, je l'avais accroché dans un couloir et j'avais mis la product vision au-dessus. Et un jour, du coup, je croise dans le couloir le CFO, qui était absolument pas versé dans l'art du product management, et lui, tout ce qui l'intéressait, c'était qu'on puisse facturer les clients. Et ben, il m'a quand même interpellé pour que je lui explique une partie, parce que voilà, le fait que ce soit là, ça génère aussi les échanges et les interactions. Et bien sûr, qu'elle soit visible et accessible pour tous. Donc, si vous êtes sur la Google Suite, ben, que ce soit accessible, je sais pas, vous faites même une photo et vous la mettez quelque part sur Drive. Mais c'est important qu'elle soit visible pour déjà que ceux qui en ont besoin puissent la trouver. Et après, bien sûr, ayez des versions différentes. Parce que là, je vous ai mis, par exemple, une petite photo de une version de roadmap qu'on a accrochée dans nos bureaux de Strasbourg. Alors oui, effectivement, là, en ayant des bureaux à Strasbourg et des bureaux à Paris, on ne peut pas accrocher deux fois les exercices, mais ça permet à la fois aux gens de se poser des questions et de regarder, et aussi de, ah bah tiens, est-ce que il y a mes petits sujets. J'ai déjà eu dans des boîtes précédentes des account managers assez futés qui du coup squattaient même devant le backlog, à une époque où je faisais un backlog en post-it, pour voir si les post-it bougeaient assez vite, et sinon revenir à la charge. Et au moins, ça a le mérite d'éviter soit une friction avec un client qui du coup prend des proportions disproportionnées, soit de rater même des time to market. Et du coup, là actuellement, comment est-ce que tu fais avec justement tout par internet et ben, du coup, on a toujours notre version papier, mais qu'on met à jour malheureusement plus assez. Donc du coup, je suis passé à des slides que j'ai essayé avec différents outils. Et en fait, pour des facilités de partage, je fais un slide. Voilà. Et du coup, j'ai deux versions pour compléter sur la question de Jess. J'ai une version vraiment interne, où il y a vraiment tout, et avec une meilleure précision à la fois sur des estimations un peu macro et sur des sujets dont les clients n'ont pas forcément tous besoin d'être au courant. Et une version externe qu'on partage tous les trimestres, comme je disais. Alors, on partage à nos clients, donc les retailers, et on la partage en général le lendemain à nos partenaires intégrateurs, c'est-à-dire des agences comme Clever Edge, SQLi, Machina, qui en fait, eux, vont après prendre le soft et l'adapter et l'intégrer aux besoins du client. Et donc, comme on fait du travail commun et de la vente commune avec eux, on leur partage aussi. Et là, à ces sessions, donc c'est la version externe, c'est-à-dire c'est des choses qu'après, en général,
on va me reprocher. Donc, je fais régulièrement une petite blague quand je dis, bon, pour ceux qui étaient là la fois précédente, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs. Parce que du coup, il faut faire attention à quand on bouge les items ou quand on en fait disparaître certains. Il y a normalement quelqu'un dans la pièce ou dans le mythe qui est capable de dire, ah, attention, ça y était, où est-ce que c'est passé? Mais voilà, il ne faut pas hésiter à être transparent. Et le corollaire, c'est du coup, mettez que des items sur lesquels soit vous êtes sûr que ça répond, soit, comme l'avait dit un speaker à une conf où j'étais il y a 2 ans, c'est rester vague. C'est-à-dire, ah bah tiens, là, c'est la version Y de cette fonctionnalité, ce qui vous permet de l'annoncer le plus tôt possible. Et après, vous précisez au fil des communications ce que vous êtes vraiment capable de mettre dedans. Et ça, c'est un peu la logique de roadmap, on va dire plus marketing, où en fait, vous mettez des milestones, par exemple, tous les trimestres, qui vont déjà permettre au marketing d'engager la communication et d'annoncer des choses, et d'autre part, qui vous permet d'adresser le besoin, d'adresser le thème d'investissement, sans pour autant vous dire, ah mince, en fait, j'avais listé 10 features et je vais les lister, vous allez peut-être en shipper que 3 dans cette première version. Et ça vous permet de conserver une communication régulière et fluide avec les clients, vos D'ailleurs, partenaires. ça me fait penser à. Il y a de plus en plus de sociétés de jeux vidéo qui partagent leur backlog et l'état en cours des prochaines features. Après, c'est des features euh, pas qui vont changer complètement le jeu, mais des corrections de bugs, des petites choses comme ça, et pour donner justement cette visibilité aux joueurs et qu'ils puissent se projeter sur l'évolution et voir que ça prend du temps et donner cette visibilité-là. Oui, tout à fait. Et là, c'est aussi l'intérêt de ces sessions produits, c'est d'être clair sur les grands axes. Comme ça, après, ça permet aux équipes de faire de la communication en amont. Alors, en B2B, ça va plutôt être via une sélection de clients pilotes, par exemple, qui vont jouer le rôle de bêta-testeurs. Et parce qu'à partir du moment où vous avez un engagement de l'entreprise sur un thème, sur une nouvelle fonctionnalité, sur un nouveau module, c'est déjà beaucoup plus facile de vous dire, tiens, je peux sereinement demander à mes équipes Customer Success ou Account Manager d'identifier des clients intéressés pour les embarquer le plus tôt possible. Parce que du coup, comme ça, vous êtes sûr aussi que la fonctionnalité que vous allez livrer, elle correspond à quelque chose. Et en même temps, ça appuie votre marketing, parce que ça a beaucoup plus de poids quand, dans une table ronde client, dans une conf ou même dans les release notes, quand vous citez les clients qui ont été pilotes, parce que d'une part, en général, ils sont là et ils n'hésiteront pas à vous dire non, attendez, là, ça ne marche pas. Donc, vous avez une petite pression, mais de l'autre, les autres clients se disent ah oui, super. Donc, eux, déjà, ils l'ont eu, ça fonctionne. J'arrive à me projeter sur le cas d'usage. Par exemple, ah bah tiens, là, ça me permet de mieux gérer des commandes complexes sur lesquelles la disponibilité des produits n'était pas au même moment. Donc, bah, toi, Marcel, tu viens une première fois en magasin retirer le premier jouet, donc une boîte de Lego, et le jeu de société, en fait, je t'avais dit qu'il serait là, mais il n'est pas arrivé là, il viendra en réapproc dans 2 jours, bah, c'est pas grave, je peux te gérer ça. Je peux te donner cette première partie. Très cool. Et du coup, voilà, donc c'est un cas qui, derrière, a des ramifications très complexes. Là-dessus, mes PM ont embarqué les clients assez tôt, et donc régulièrement, parce que ça nous a pris 2 quarters, ça permettait, un, d'annoncer qu'on allait travailler dessus, et deux, de dire c'est en cours avec les pilotes, et les pilotes pouvaient ne serait-ce que dire oui, on a été interviewé, on a pu partager nos besoins, même si derrière, le job du PM, c'est de rationaliser et de ne traiter que ce qui intéresse une approche produit, donc une approche répétable chez tous les clients. Et après, comme ça a été fait la semaine dernière, annoncer la fonctionnalité est dispo, merci aux pilotes d'avoir joué le jeu, ce qui après derrière donne l'idée à d'autres de dire ah bah tiens sur tel autre sujet j'aimerais bien me positionner. Et c'est un peu cette logique que vous avez aussi avec vos stakeholders en termes d'équipe interne. Ceux qui jouent le jeu en général ils voient un bénéfice et ça incite les autres à jouer le jeu. Donc, c'est vraiment un travail sur la durée. Mais derrière, vous avez une vraie différence de dynamique à partir du moment où vous êtes capable de communiquer. Top. Et d'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous partagez votre roadmap à vos clients, que ce soit B2B, B2C ou autre, en tout cas à Grossmile? Question Oui, ouverte. alors moi je l'ai toujours fait. En général, ça passe par soit une présentation physique, soit un webinar pour quand même avoir du sous-texte en quelque sorte.
Parce qu'en B2B, je trouve ça plus facile qu'en B2C. Et derrière, partager carrément les slides ou le support visuel, en étant sûr qu'on est quand même tous alignés. Et donc là, en général, ce sont plutôt les responsables marketing et com qui font ce travail de vérification, qui permet de contrebalancer notre suroptimisme, dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, pour moi, c'est important. Et à minima, que ça puisse être fait par les équipes produits ou les équipes Customer Success à destination de quelques clients. Mais en B2B, normalement, vous maîtrisez votre base client, donc il n'y a aucune raison de ne pas leur partager. Ce qui est plus difficile après, c'est avec des prospects. Parce qu'en fait, quand vous vous adressez à des prospects, en général, vous vendez la proposition de valeur générale et pas la feature. Donc, le seul message qui est intéressant à passer, en fait, c'est d'une part, oui, vous achetez un produit qui évolue dans la durée, donc c'est pour ça qu'il y a une logique de licence et de maintenance évolutive pour utiliser des termes contractuels. Et d'autre part, pour identifier potentiellement des pilotes, ou en tout cas leur montrer que c'est votre façon de faire. Ça, en général, ça plaît, ça marche toujours. Et justement, on a deux personnes qui répondent. On a Rem qui dit qu'il ne partage pas sa roadmap parce que il a toujours fait face à une grosse frilosité du marketing de révéler la stratégie. Lui, donc c'est généralement du B2C. Ouais. Et on a Tinzi aussi, coucou Tinzi, qui nous dit on partage pas la roadmap mais on partage notre tableau de suivi avec les prestataires pendant les échanges. Donc, Ok. Alors effectivement, sur une approche B2C, je partage complètement. Ce qui peut être partagé, c'est des thèmes d'investissement. Et peut-être même sans date, ou en tout cas, tant que tu n'es pas sûr que ça va sortir à la prochaine release. Mais ça peut être aussi, quand même une façon de donner de la visibilité, ou alors de profiter de Parallel Flight, où en fait, vous faites de la B-testing et vous engagez déjà une partie de clients. Et donc là, eux-mêmes peuvent déjà commencer à propager la bonne parole. Effectivement, je comprends. Et la logique de tableau de suivi, effectivement, ça reste important. Après, tout dépend de l'activité. C'est pas forcément toujours côté produit, ce type de KPI. top. Et je voulais prendre en point bonus, en corollaire de tout ce qu'on s'est dit et qui était la question de Rennes, parce que j'essaye de ne pas oublier les questions, c'est comment on fait? C'est-à-dire comment on est sûr que les sessions produits sont nourries de façon efficace? C'est-à-dire comment les préparer? Parce que je vous ai expliqué, j'ai plutôt insisté sur la partie gestion des stakeholders, parce que c'est en général ce sur quoi on n'investit pas assez, parce que justement, on passe déjà tellement de temps sur cette partie d'estimation, de gestion du backlog, de faire toute la discovery. Euh, pour répondre à Rem et donner un peu quelques axes complémentaires et quelques tips and tricks, moi, ce que j'estime vraiment important, c'est qu'il faut des estimations où, j'aime bien ce terme, mais qui marche qu'en anglais, je ne sais pas le traduire, de guesstimates, c'est-à-dire en fait, cette idée-là, j'avais eu ça en formation PO il y a très longtemps, et la formatrice nous disait, les estimations, et que ce soit au niveau d'une user story, d'une épique ou même d'un item de roadmap, quand vous dites le mot estimation, vos interlocuteurs, il y en a une partie qui vont s'attendre à des jours hommes ou des euros. C'est inévitable parce que sur d'autres activités, ça se passe comme ça. Et du coup, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ou alors, sinon, vous faites du cycle en V. Moi, j'ai commencé à bosser comme ça, hein, ça fonctionne. Mais ce n'est pas les mêmes vélocités. Ou en tout cas, il se passe plus de temps entre l'écran de conception et la release. Donc, si vous faites de l'agile, évitez au maximum des chiffres précis et restez sur des estimations simples. Le terme guesstimate a le mérite de dire honnêtement, on ne sait pas. Par contre, sur la base de l'expertise de l'équipe, que ce soit design, dev, ops, produit, on pense que c'est à peu près cette échelle. Pour moi, alors là, c'est le quotidien des équipes et c'est vraiment chaque équipe qui détermine, mais le t-shirt sizing, ça reste quelque chose de très pratique parce que ça permet d'évaluer des items entre eux sans rentrer dans les user story points ou des éléments qui sont déjà plus granulaires et qui nécessitent un investissement supplémentaire pour vraiment estimer. Mais il faut que vous ayez des estimations simples, que ce soit réalisé et confronté en séance,
Et, et surtout, le point important, c'est que ça doit permettre aux stakeholders d'arbitrer. Parce qu'un stakeholder, ça reste un être humain. Il ne veut pas un problème, il veut une solution. C'est important d'expliciter le problème. Venir avec une solution ou des solutions qui nécessitent des arbitrages, c'est mieux, beaucoup plus efficace parce que ça permet d'une part d'éviter de vous faire imposer une solution et d'autre part, ça permet de montrer que vous maîtrisez votre terrain et que par contre, personne n'ayant la vision générale, c'est important que ce soit abordé dans une vision générale et de dire bah, telle problématique, une problématique dont on a discuté plus tard que ce matin avec un de mes PM, c'était, on est toujours dans le, comment dire, dans le suivi du Brexit, qui pose plein de problèmes de gestion de taxes, de documents, de génération de documents de transport. Et d'un côté, on sait qu'il faut le faire, de l'autre, c'est potentiellement tentaculaire. Et les premières estimations qui ont été faites nous faisaient dire que le sujet est trop gros. Et du coup, le PM est reparti solliciter des clients. Parce que tant que le besoin, on n'est pas sûr de bien le comprendre et une solution bien sharp, en fait, c'est pas la peine d'essayer de mettre quelque chose dans la roadmap. Là où, dans d'autres méthodes, on aurait dit, ah bah oui, il faut absolument, c'est un thème d'investissement clé, le Royaume-Uni est sorti, alors qu'en fait, on se rend compte que bah, les clients, déjà, soit ils n'ont pas tous attendu, ils ont trouvé des contournements ou des traitements manuels dans certains cas. Mais voilà, du coup, de se dire, d'avoir ces estimations déjà à grosse maille, ça vous fait réfléchir et ça permet après de dire, bah, moi, quand je discuterai avec mes camarades du comité de direction la semaine prochaine pour les prochains sprints, de dire, là, franchement, moi, je déconseille d'engager des ressources dessus parce que c'est le message que l'équipe m'a passé avec tels et tels arguments. Et du coup, bah, c'est plutôt mon collègue du Customer Success charge à lui de continuer à relancer des clients parce que tant que ce n'est pas matérialisé par un vrai besoin, on ne veut pas aller plus loin. Donc c'est vraiment cette logique de matérialiser bien de façon à pouvoir obtenir un arbitrage. Parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est un arbitrage. Vous ne voulez pas qu'on vous dise quoi faire, vous voulez qu'on vous conforte dans votre choix ou, dans le cas inverse, qu'on vous dise il faut quand même faire ton choix B, qui est peut-être moins bien, mais parce que dans le contexte plus général, on a besoin de cette feature, même si on a rarement gagné un contrat parce qu'on avait une feature en plus ou en moins. Mais bon, mettons, ça fait partie de mon côté généreux. Ça peut être par exemple, tiens, il faut gérer les taxes un peu plus complexes parce qu'au Sri Lanka, il y a 3 taxes qui peuvent s'empiler. Ou plus généralement, si, là, en fait, pour réengager une bonne relation, regagner du goodwill avec un client, on a besoin de fixer tel et tel item. Donc, oui, ok, vous n'êtes pas satisfait parce que vous auriez aimé faire autre chose, mais on se concentre là-dessus. Et justement, on a deux petits commentaires. On a Remduv qui dit qu'il est 100% en phase avec l'approche, même si parfois c'est difficile de faire accepter ses guesstimates à une cible technique et qui souhaite tout de suite creuser. Ça, c'est alors, excellente remarque, et c'est ce que mes PM me redisent régulièrement. Et on s'est fait un atelier physique avant le 3e confinement à Strasbourg entre PM et lead dev pour justement reclarifier le côté. Nous, côté produit, on ne peut pas passer du temps à creuser le sujet trop tôt parce que sinon, ça enlève tout intérêt à la méthode. Donc, du coup, sentez-vous aussi plus libre de répondre de façon floue, même si demander un dev d'être flou, ça va le heurter. Mais justement, c'est de lui montrer la valeur, de dire, on n'attend pas que tu signes de ton sang, et c'est plus de se dire que sur un semestre ou une année, on se rattrape. Voilà, ça se compense. Et donc dans certains cas, pas de peau, on se sera gouré, mais dans d'autres, on aura pris un peu d'avance. Et voilà, c'est plutôt ça, d'arriver à contrebalancer au fil du temps. Et du coup, il y a Jess qui te pose une question. Lors de mon dernier atelier de roadmap avec les parties prenantes, la roadmap a été hackée par échange de mails car suite à la priorisation, les parties prenantes n'étaient plus d'accord. Comment est-ce qu'on peut éviter de revenir sur les arbitrages? Est-ce que tu auras des tips par rapport à ça? Oui, alors ça passe déjà en affichant la roadmap. J'ai pris une vieille roadmap d'une autre structure, mais là, pareil, elle était affichée sur le mur du plus grand open space. Parce qu'il y a un côté, c'est écrit.
Le corollaire aussi, c'est que la plus haute instance qui assiste, donc le patron de BU, le DG, le founder, peu importe, l'accepte. Et votre rôle de leader produit, c'est de dire, je fais pas ça pour défendre mon équipe, je fais pas ça pour défendre l'équipe de dev, je fais ça pour optimiser les ressources et contribuer au pilotage de l'entreprise. Donc, du coup, c'est pas directement la roadmap en elle-même, c'est tout le travail que vous faites autour de gestion du stakeholder. Parce qu'en général, il y en a un arrivé en haut d'une pyramide, quel que soit l'étage intermédiaire, et c'est vraiment lui après que vous devez pousser à dire non ou à dire non, non, on ne revient pas sur ce qu'on a dit, parce que tout l'intérêt de la séance, parce qu'en fait, revenir sur la roadmap, ça revient à dire que le travail qui a été collectivement fait, bah, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc là, vous pouvez rentrer dans les discussions d'argent, parce que c'est facile. Bah, parce qu'en général, ça, les patrons de business unit ou les DG, ils sont assez fins. C'est X nombre de personnes avec X taux horaire pendant tant d'heures. Est-ce que tu estimes que c'était important ou pas? Et voilà. Donc, du coup, c'est vraiment de profiter des autres stakeholders pour dire non, non, on s'y tient, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, si tu es arrivé à ce stade-là, ce ne sera pas récupéré en une semaine. Hein. Ça va prendre du temps. Donc, c'est soit montrer les échecs, soit montrer les coûts d'opportunité. Ça, c'est quelque chose que les personnes oublient parce qu'ils se concentrent sur un sujet à la fois. Et vous, votre rôle de leader produit, c'est d'avoir la vision globale et de dire, OK, très bien, pas de souci, on est agile. Alors, un mot très difficile à utiliser de nos jours, mais bon, on se comprend. On est souple, on peut s'adapter aux contraintes business. Par contre, est-ce que tout le monde est OK avec l'impact que ça a, c'est-à-dire que tel sujet avancera pas, tel sujet de dette technique sera pas traité, et donc on va continuer à avoir des coûts machines. Mais il faut, et ça c'est le corollaire du trade-off que j'évoquais tout à l'heure. Ok, très bien, on y va si c'est votre décision. Par contre, est-ce que la direction de l'entité est ok avec le process? Et deux, si elle est ok, c'est peut-être qu'on a raté quelque chose et donc il faut mieux travailler pour collecter ces feedbacks avant. Mais est-ce qu'on est tous au clair sur l'impact que ça aura sur du coup ce qu'on enlève de la roadmap ou ce qu'on met en pause temporairement? Et on a une nouvelle question encore. On enchaîne Ouais. pas, on enchaîne tout le temps. Il y a Anso qui te pose la question, est-ce que vous estimez ensemble les demandes? L'estimation nécessite de passer par une phase de pré-cadrage ou de cadrage qui prend du temps. Comment faites-vous pour effectuer ce premier filtrage permettant de dire oui, ça vaut le coup ou non d'investir du temps sur le sujet pour éviter de lancer des cadrages dans tous les sens, surtout et n'importe quoi? Très clair. Ouais, très clair. Alors là-dessus, on est encore en train d'itérer chez Proximus pour trouver la bonne méthode, mais on a bien progressé sur ce trimestre. Et les équipes ont vraiment bien joué le jeu. Je dirais, il y a une première partie qui est euh, le head of product, le CPO, enfin la personne qui pilote la roadmap, doit jouer le rôle de relais de la direction et de la strat pour dire, OK, ça c'est les grands thèmes, c'est la grande direction vers où on veut aller. Donc tout ce qui n'est pas dedans déjà, c'est pas la peine. Sauf case, mais là qui doit être monté par les demandeurs. Et quand c'est dedans, après, c'est vraiment les équipes qui doivent se baser sur leur connaissance du secteur, leur connaissance du produit. Et là, personne de mieux qu'un product manager et son équipe ne peut le faire. Et toute la difficulté, c'est comment le product manager arrive à faire un pitch, on va dire. Dans les situations simples, on arrive à faire un pitch à l'oral de 2-3 minutes parce que c'est une évolution je sais pas moi, par exemple, un module d'export, on a déjà un module d'export, il faut l'améliorer parce que les cas clients identifiés, c'est ça et ça, avec client pilote Intel qui veut faire ça. Donc là, normalement, un bon lead dev ou un bon patron de dev en face, il va vous dire, ouais, ok, je vois à peu près la complexité. Pour après se concentrer sur les cadrages, sur les sujets qui méritent vraiment. Et là, on va dire, là, c'est plus côté product management de faire ce cadrage parce que ça mélange à la fois l'interrogation des stakeholders internes plus opérationnels du type, tiens, est-ce qu'il y a un responsable customer success ou un account manager qui a un client que je peux aller interviewer et du coup aller dans cette collecte, ou un partenaire, parce que je ne fais pas tout avec les clients directs, pour justement éviter d'en lancer trop à la fois.
Et c'est là aussi où, pré-Covid, on avait réussi, là, l'année dernière moins, et sur 2019 et début 2020, avec l'équipe, j'avais défini des grands thèmes, enfin un thème par trimestre. Et ça permettait aussi de faciliter le travail des PM en disant ça, c'est mon gros sujet, donc je sais que je vais y passer du temps. Et le reste, bah, je fais des cadrages plus légers où voilà, je compte sur l'expertise et l'expérience de mes collègues pour trouver une estimation. Et après, pour continuer de répondre, je peux montrer. Ça, c'est un autre format que j'avais fait d'estimation où en fait, là, il y a à la fois des PM, des designers, les devs et les ops. Et même la technical writer, parce que là, j'étais au max de mon organisation, j'étais trop content. Donc, il y avait d'abord une phase où, en fait, chaque PM d'équipe avait listé les items. Donc, sur chaque colonne, on a qu'est-ce qu'on fait dans le quarter qui vient, dans le quarter suivant et le semestre encore après. Et après, il y avait une phase de confrontation où chaque PM ou chaque dev, en tout cas ceux qui avaient quelque chose à dire ou qui voulaient porter un sujet, expliquer et challenger l'estimation en temps réel. Alors là, vous voyez, on était quand même assez nombreux, et bon, il y a des gens en plus qui sont hors champ, mais ça, c'était 2 heures d'une après-midi bien remplie, qui ont une valeur incroyable, parce que derrière, quand moi et le CTO, on allait au combat dans les sessions produits avec le comité de direction et certains managers, on savait qu'on avait des estimations sur lesquelles les équipes étaient engagées. Ça ne veut pas dire que c'était précis, ça ne voulait pas dire qu'on allait livrer sans problème le quarter suivant, mais le fait d'avoir fait cette confrontation permettait justement d'approcher les autres équipes de façon, les pieds bien ancrés et de se dire, OK, en fait, nous, on vous dit ça, c'est sûr, enfin, c'est sûr, toutes choses égales par ailleurs, mais on n'est pas en train de soit pleurnicher pour avoir des ressources, soit dire, ah, bon, non, ça, on ne veut pas le faire, c'est trop compliqué. On vous affiche les éléments le plus factuellement possible, même si ça reste un art et c'est pas une science. Top. 13h20. Bon timing. Que retenir du monologue Laurent Leca? Que retenir sur le product planning? Alors, 3 choses. La première, celle-là, si vous ne l'avez pas retenue, je ne peux plus rien faire. C'est engager et entretenir des relations avec tous les stakeholders. C'est important. C'est important parce que derrière, ça justifie aussi votre rôle de product leader, qui est d'être le lien entre la vision d'entreprise, les objectifs business et les équipes de développement produit. Donc en général, produit, design et dev. Et n'oubliez pas que la roadmap, ça doit piloter le business comme le business pilote la roadmap. Souvent, on se retrouve dans une situation où la pression fait que, les remontées clients font que, les opportunités font que, mais ça doit marcher dans les deux sens. Et du coup, votre satisfaction sera atteinte quand vous aurez réussi à avoir un véritable équilibre et que les équipes reconnaîtront que, oui, dans certains cas, on subit, par contre, dans certains cas, on impulse. Et tout ça, ça marche parce que avec ces échanges, vous avez une roadmap qui n'est pas celle de l'équipe produit, mais qui est bien celle de l'entreprise. Et le dernier point, c'est effectivement, et ça c'est le plus dur au quotidien, c'est quand vous faites les arbitrages ou même les estimations, pour compléter la réponse sur comment faire les cadrages, concentrez-vous sur ce qui a de l'impact. Ça peut être en nombre de clients, ça peut être en chiffre d'affaires, ça peut être en NPS, ça peut être en part de marché, peu importe. Et prenez du recul. Je terminerai avec mon image habituelle, mais on vous parle toujours des low-hanging fruits. Donc oui, il faut que vous ramassiez vraiment les choses qui ont la business value la plus forte par rapport à la complexité. Donc effectivement, vous avez l'image, vous avez le pommier, vous avez la belle pomme bien mûre, vous la prenez comme ça. Sauf que n'importe quel product manager, moi aussi, on se dit, ah, cette pomme, elle est bien, et du coup, vous remontez la branche, parce que vous dites, c'est bon, j'ai une méthode pour cueillir cette pomme. Et au bout d'un ou deux quarters, vous avez 2 échelles qui branlent l'une sur l'autre et vous êtes en train de collecter des toutes petites pommes, même pas mûres, alors qu'en fait, il y a des pommes plus mûres à côté. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir et de dire, OK, il y a toujours quelqu'un, toujours un client, toujours un Customer Success Manager qui vous dit, ah, et moi, je veux les pommes pas mûres, je veux même les fleurs. Et vous dire, ouais, mais regarde là, les 2 échelles, je vais perdre des gens parce qu'ils vont tomber. Elles sont toutes petites, à côté, tu en as des mûres.
voire dans certains cas, tournez-vous, parce que derrière, il y a un abricotier et les gens, en fait, ils veulent des abricots maintenant, ils veulent plus forcément des pommes. Mais réfléchir constamment, qu'est-ce qui a de l'impact et est-ce que ce qu'on fait a de l'impact, c'est peut-être le job le plus dur. Et mon conseil, c'est vraiment de discuter avec les autres équipes, ceux qui sont client-facing, ceux qui sont tournés vers le business, pour que vous soyez en fait le voice of business de la même façon que les PM sont voice of customer pour leurs équipes. J'en ai fini. Il y a encore des questions, bien sûr. Du coup, tout à l'heure, est-ce que Rémi, tu as eu justement ta réponse par rapport à la priorisation Est-ce qu'il fallait justement pouvoir estimer de manière macro ou pas N'hésite pas à le dire dans le chat. En tout cas, c'était hyper clair, Laurent. Merci en tout cas infiniment pour ce talk. D'ailleurs, on a vu Merci, Marcel. quelques belles questions, je pense, qui ont pu permettre de pas mal rebondir. Et Rémi dit que oui, c'est bon, il a eu sa réponse. Super. Et écoutez, il retient la métaphore du pommier qui a l'air de plaire pas mal. Et qui marche toujours parce que, alors c'est peut-être mon biais avec d'avoir bossé beaucoup avec des Américains, mais parce qu'ils l'utilisent beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours très difficile de prendre du recul parce qu'une fois qu'on s'est engagé dans une direction, on se dit c'est bon, j'ai craqué une opportunité, j'ai craqué un besoin, donc je vais y aller, je vais y aller. Mais non, en fait, il y a probablement d'autres besoins, d'autres clients à aller interviewer qui vous permettront. Donc, je suis content que cette métaphore plaise. On va la retenir. Je pense qu'on va l'afficher en grand chez WeVoo aussi. Avec un grand pommier. Ça sera terrible. Merci infiniment Laurent pour ce talk. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous et du coup ce ne sera pas moi, ce sera justement Jessica et Capucine de chez nous qui sont de la tribe UX pour le Design Corner, donc jeudi prochain à 19h. Et on se retrouvera bientôt pour le prochain webinar, du coup, avec Tolou Lopé, qui fait partie de Rexel, qui va nous parler justement de PO versus PM. Est-ce que PO ça existe? Est-ce que PM ça existe? Qu'est-ce qui existe dans la réalité profonde française? Et on se retrouve bientôt pour tout ça. Merci infiniment à tous. Merci Laurent. Et passez une excellente Merci à journée. tous. Ciao, ciao tout le monde. Bon week-end. Bye. Bon week-end.